Manuel Gutiérrez Najeja. Le vagabond. Né à Mexico, Gutiérrez Najeja était poète, conteur et journaliste. Ses premières nouvelles ont été publiées en 1883 sous le titre Cuentos Fragiles. Cuentos Completos, en 1958, rassemble la totalité de ses nouvelles. Poète, il va du romantisme au modernisme et lit, dans le texte, Lamartine, Baudelaire et Musset. Son œuvre, musicale et raffinée, a été publiée, après sa mort, dans un livre intitulé Poesia, en 1996. Le critique et penseur mexicain Justo Sierra dit de lui qu'il écrit des pensées françaises en vers espagnol. Journaliste, il écrit surtout des chroniques sous des pseudonymes variés. El Duque Job, Ignotus, Mister Cancan, Pomponette, Rognos, Fritz, Froufrou. Empreintes d'humour, ce sont des descriptions impressionnistes, des notes de voyage à travers le Mexique, des commentaires spirituels, des critiques littéraires. La liberté formelle, l'imagination poétique et l'atmosphère humoristique sont les caractéristiques de sa prose, brillante, apparemment frivole, mais en fait solide témoignage d'une époque. Madame, il y a longtemps que je désirais vous écrire. Par malheur, le coquin d'engourdissement qui maintenait émoussé mon entendement m'empêcha de mettre la main à la pâte. Mes amis, en voyant mon allure négligée, persistaient à me dire « Ce que tu as, mon ami, c'est que tu es paresseux. Secoue-toi et travaille, sinon tu vas devenir comme les mules du docteur Vicuña, qui, alors qu'elles étaient sur le point d'apprendre à ne pas manger, moururent de faim. » Je ne tenais pas un très grand compte de ces cordiales réprimandes, et, vivant chichement, je prenais le soleil le matin, l'air dans l'après-midi, et un siège le soir. Une fois, je suis tombé amoureux. Tout le monde peut se casser une jambe. La jeune fille était tout ce qu'il y a de plus joli, de folâtre et de guillerette. Montant et descendant la rue, je passais les jours du matin au soir et les nuits du soir au matin à rôder devant sa maison. La jeune fille ne me regardait pas d'un trop mauvais œil. D'abord parce qu'elle avait de très bons yeux, et ensuite parce qu'elle me voyait d'habitude dans le coupé de quelque ami et présumait, par conséquent, que selon les apparences j'étais, à tout le moins, marquis. Je cessai de fumer pendant 3 mois et 3 jours. J'économisais l'argent qu'auparavant je transformais en fumée, et avec la somme épargnée, j'achetais la couturière de la maison. Après 3 petits billets parfumés que j'écrivis à la jeune fille, j'obtins une réponse favorable. La jeune fille n'exigeait rien d'autre de moi que de m'entendre avec ses parents. J'aurais préféré m'entendre avec mon tailleur, mais comme il n'y avait plus aucune solution, je fis contre mauvaise fortune bon cœur. J'empruntai une paire de gants et j'entrai, en fredonnant une habanera, dans la maison de ma fiancée. Quant à elle, je l'aurais dévorée de baisers. Elle était dans le couloir en train de mordre un petit œillet rouge et de lire un roman édifiant de M. Pérez Escrich. En un instant, elle me vit et partit en courant, plus rouge qu'une écrevisse. « Madame est-elle visible ?» Une servante à l'aspect monacal me répondit affirmativement. Je pus ensuite m'apercevoir que c'était faux. Madame n'était pas visible, ne l'avait jamais été et ne le sera jamais, parce que c'est ce que j'ai vu de plus laid de ma vie. Une fois dans le salon et face à face, je parlais net. Inutile de dire que je dus chanter horriblement faux, parce qu'il y avait de quoi. En effet, je me serais vu devant un taureau immobile que je n'aurais pas souffert plus de tourments. Mon cœur faisait tic-tac, tac-tic, comme si j'étais juché sur le siège d'un arracheur de dents. La belle-mère me regardait de haut en bas, et la fine soie de sa moustache se hérissait peu à peu, comme les piquants d'un porc-épic. « Parfaitement, monsieur, dit-elle. Je prendrai les renseignements nécessaires, et je vous donnerai ma réponse, si la petite veut. »« Mais bien sûr, madame. De quoi vivrez-vous ? Vous disiez ? Quelle est votre profession ? » ?»« Madame, je n'ai pas de profession, à proprement parler. Je suis à la recherche de 10 pesos par jour. » Au bout de 8 jours, je revins à la maison chercher la réponse souhaitée. « Monsieur, vous êtes un malheureux. »« Madame, vous m'avez trompé. »« Comment dites-vous ? Vous avez 10 pesos par jour, disiez-vous. Menteur, vous n'avez rien du tout, vous êtes un vagabond. »« Pardonnez-moi, madame, je vous ai dit que je cherchais 10 pesos par jour, et ceci est aussi vrai que l'existence de Dieu. Je les cherche, madame, mais je ne les trouve pas. » Ma belle-mère, comme vous devez l'imaginer, me mit à la porte. La jeune fille était en train, comme le premier jour, de mordre un petit œillet rouge et de lire un roman édifiant de M. Pérez Escrich. En me voyant partir confus et malheureux, elle me tira la langue. Je peux vous assurer, grand-mère, qu'elle a la langue la plus jolie que j'ai vue, une langue de martre, zibeline ou de lapin. Le premier jour, je fus tenté de faire des vers.
Heureusement, ma réflexion mûrit à temps, et je me persuadais que mon malheur n'était pas si grand. En effet, si nous nous étions mariés, il est très probable que dans un tendre colloque d'amour et de faim, entre deux baisers, elle m'aurait arraché une demi-joue d'un coup de dent. À qui a faim, tout est pain. Je dis tout cela la main sur la conscience, et sans qu'il ne me reste rien sur l'estomac. La preuve en est que j'achetai un perroquet des Canaries pour voir si je pouvais l'entretenir et m'habituer aux dépenses du ménage. Et, au bout de 4 jours, le perroquet mourut de faim. Vous voyez bien. En voyant donc combien ma situation était désastreuse, je résolus de solliciter un petit emploi, même si celui-ci était un emploi de compteur général de puces dans n'importe quel théâtre. Les directeurs de théâtre sont de mauvais coucheurs, et claquèrent leurs portes sur mes lèvres minces. Je commençais à me sentir mal, et je pensais très sérieusement à manger la moitié de mon bras, lorsque je reçus la nomination de second fossoyeur dans une célèbre compagnie de chemin de fer. Je gagne peu, 18 pesos par mois, les profits supplémentaires qui s'avèrent abondants en sus. J'ai par exemple l'usufruit des vêtements que portaient les défunts le jour du déraillement. Avec cela, je rassemble 100 à 200 costumes chaque mois, et je suis si élégant que je fais plaisir à voir. Mais il résulte de tout cela que la journée me suffit à peine pour donner une sépulture aux défunts, et je mange mon pain à la sueur de mon front. C'est pourquoi, et ne trouvant pas d'autre solution, j'ai décidé, grand-mère, d'échanger avec vous une correspondance hebdomadaire. La vérité est que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Chaque fois que je débite une de mes histoires ou un de mes contes, j'entends dire raconte-le à ta grand-mère. Cela me paraît discourtois de continuer à désobéir à ses indications, et je vais donc vous raconter beaucoup de choses qui, si elles ne vous amusent pas, me sont absolument indifférentes. À l'œuvre par conséquent. Nous disions donc que